Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur le format une vidéo par jour pendant une semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un condensé de ces vidéos pour vous permettre de mieux en profiter. Pourquoi? Parce que certaines vidéos n'ont pas été partagées par YouTube comme il se doit. Ces dernières contenant des sujets que j'estime importants et complémentaires à d'autres chaînes YouTube, comme par exemple celle de Documents Rares Inédits ou encore d'Alexandre Le Breton qui traite beaucoup du sujet de la dissociation. Quoi qu'il en soit, peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que ce contenu vous apportera de la connaissance et l'envie d'ouvrir un livre. Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur mon blog, et étant seul à m'occuper de ce dernier, elles arriveront quand le temps me le permettra. Je vous souhaite une bonne écoute. Introduction. Jour 0. Alan Welch Dulles, qui était à la tête de la CIA vers les années 50, demanda à ce qu'on plante un écriteau avec marqué CIA, en gros à côté de la route, en répondant à Kennedy, dans une forme de diatribe, plus c'est gros et plus ça passe. Il a fait la même chose des années auparavant quand la CIA était alors nommée OSS, à Berne, en Suisse. Il a admiré les Français, détesté ce qui était son pays et de surcroît les Britanniques. Bien plus tard, lors de la classification des documents, et ce depuis 1970, on apprend que des scientifiques de l'agence avaient créé une mouche électronique capable de photographier puis de filmer. On apprendra que même Meir Dagan, le chef du Mossad de l'époque, en était stupéfait. Dans cette préface, on apprend que la CIA aurait eu son lot de personnel alcoolique ou mentalement instable à la suite d'opérations dans lesquelles elle aurait envoyé des hommes qui ont fait leur rôle dans des sortes de machinations diaboliques. De gros problèmes de transmission de l'information auraient été aussi décelés. Bon, j'ai personnellement du mal à y croire, mais passons. Ce qui mettrait en évidence le pourquoi du comment quant à des ordres de bataille sur le terrain non reçus ou mal compris. Par ailleurs, l'auteur nous narre que la CIA est une boîte à outils pour le président, et qu'elle a bien fomenté des révolutions et tenté de contrôler les foules dans divers pays du monde. D'après Meir Hamid du Mossad, la CIA, avec un jugement perspicace de celle-ci, aurait dit par comparaison que si l'Angleterre devait créer un service de renseignement en partant de zéro, qu'elle affecterait l'élite de leur nation. Que si c'était la France, elle créerait un cadre avec ses plus grands intellectuels aboutissant à quelque chose de bien meilleur que tous les autres services, mais qu'en comparaison, la CIA est, elle, partie pour chercher des faits, et non pour diriger en secret, en œil. Concernant la drogue, la CIA était impliquée, si ce n'est encore aujourd'hui, dans les pays de l'Est, où la Pologne en 2005 restait le plus grand producteur de sulfate d'amphétamine, et où elle n'est jamais réellement intervenue pour faire cesser la production. Lors d'une transcription, on apprend dans un échange à la Maison Ovale que Kissinger a dit au sujet de Robert Kennedy qu'il aurait personnellement supervisé la mort de Fidel Castro. Fait intéressant, John Edgar Hoover, alors à la tête du FBI, n'aime pas trop la concurrence et pense que la CIA va lui faire de l'ombre, d'où leur rivalité. À l'origine, la CIA n'a aucun statut juridique. Ainsi, aux États-Unis, elle ne peut prétendre à un budget. Elle doit alors détourner et blanchir de l'argent. Sa première fois fut faite sur le Congrès par l'obtention de 685 millions de dollars qui serviront à financer des journaux, syndicats, associations, partis politiques ou groupes clandestins. L'obnubilation pour la lutte contre le communisme est quelque chose de suprême pour Dulles, si bien que même le plan Marshall en est l'émanation. Les Américains apprennent l'existence de la CIA en 1960 par un avion abattu, un modèle Lockheed U-2, un avion de reconnaissance fortement usité pendant la guerre froide, utilisé si vous préférez. L'année 1977 annonce la fin, en grosse parenthèse, d'une génération qui pendant 30 ans a toujours travaillé sans qu'on vienne fouiller dans leurs affaires. C'est à ce moment-là que ces plus malsaines affaires de la CIA sortent au grand jour. Après la mort de Bill Casey, comme directeur de la CIA, c'est W. Bush qui le remplace en 1988. Au départ, il est alors un petit directeur de service au sein de Langley, apprécié. Quand Eisenhower critique le fait qu'une prise de pouvoir sur la CIA par le complexe militaro-industriel était possible, cela arrive après la déchéance de John Negroponte par un militaire qui en fera suivre bien d'autres.
Le livre puise ce qu'il présente soit dans les archives de la CIA, soit via des rapports de commissions d'enquête, ou encore de témoignages d'anciens officiers. Malgré que certains dossiers soient noircis au feutre, l'auteur nous dit que des récurrences peuvent permettre l'établissement d'un fil conducteur, ou encore d'un faisceau d'indices. Chapitre 1er. Jour 1. Les branches de la CIA en France. Dans l'après-guerre, la CIA, par l'entremise de sa branche secrète, c'est-à-dire l'OPC, qui veut dire l'Office of Policy Coordination ou Bureau de coordination politique, s'intéresse à un pseudo-communisme qui s'implantera à Marseille et ce chapitre nous parlera plus précisément de ce qui s'est produit sur les docks de la ville. Par l'intermédiaire de l'AFL, une autre branche, qui s'appelle la Fédération américaine du travail, la CIA verse des sommes conséquentes aux dirigeants anticommunistes en direction de la protection des ports de Marseille. En somme, l'ambassadeur américain de l'époque, Jefferson Caffrey, se plaint que le parti anticommuniste et la CGT n'aient pas les moyens de s'opposer à l'anticommunisme en France. En 1947, on organise alors par l'entremise de l'AFL, puis par Léon Jouot, un versement d'argent qui créera une scission face aux grévistes communistes. On le paie par un intermédiaire pour que la CIA puisse propager sa merde. La CIA, par l'entremise d'un article écrit en 1967, avoue combattre la gauche par la gauche. Ce qui peut paraître parfois absurde pour certains est en fait pour d'autres un mécanisme bien huilé. À ce sujet, il y a un texte que je vous laisserai découvrir à la page 30 du livre. Pour faire simple, la CIA a financé un parti, le Parti socialiste de l'époque, à hauteur d'1 million de dollars par an. À tel point que Gaston Defferre, dans le journal Le Provençal, va s'en faire le relais. Marseille est une tête de pont à gagner pour les branches de la CIA et pour la politique étrangère des États-Unis. Les porte-paroles s'en prennent aux frères Guérini, c'est-à-dire la mafia corse, en les rendant responsables de diverses malversations. Mais le plus important reste encore que la CIA enverra des spécialistes traiter avec eux en leur fournissant des armes et de l'argent pour stopper les grèves. C'est ce qui plus tard donnera aux Guérini un contrôle sur le port de Marseille en ouvrant des labos d'héroïne, et non, pas celle des films hollywoodiens, hein. Et l'auteur mentionne alors qu'un parrain arrivera dans le jeu. Il s'agit de Lucky Luciano, un Italo-américain. Tiens. Marseille étant depuis un siècle la porte de l'Occident, nous dit l'auteur, pour de l'envoi de matériel, on parle alors là en l'occurrence de corps expéditionnaires, notamment pour l'Indochine, et on apprend que les communistes de l'époque bloquent une livraison d'armes que Thomas Braddon de la CIA va subvertir. Le livre d'ailleurs contient un texte à la page 33 que je vous laisserai découvrir. Pour briser la grève, la CIA injecte 2 millions de dollars, fait venir des travailleurs à elle depuis l'Italie, et de là, Marseille devient le laboratoire d'héroïne de l'Amérique. Incroyable, le niveau de subversion. Peut-être que le seul point positif eût été, nous dit l'auteur, que tant qu'ils étaient les rois de l'héroïne, quelques sombres accords ne leur permettaient pas d'en vendre en France. Un phénomène qui prendra fin dans les années 60, par leur déclin. Chapitre 2e, jour 2. Klaus Barbie ou les mensonges de l'OPC. Le recrutement des anciens nazis par le ICOG en Allemagne, c'est-à-dire le Haut Commissariat germanique, était, nous dit l'auteur, logique pour la CIA, afin de combattre le communisme. En tout état de cause, nous étions sur d'anciens experts sans emploi, détestant les communistes. Il fallait donc en profiter, surtout que les Américains de l'époque ne parlent pas allemand. En tout cas, dans leur entreprise de subversion. Ça vient alors l'opération Paperclip, où il fallut récupérer les têtes pensantes, ou dirais-je malades, des scientifiques nazis. En RDA, la CIA prend en charge le réseau Gehlen, qui verra un nouveau service secret allemand fleurir. Mais celui-ci est déjà pénétré par les Russes. Plus loin dans le livre, l'auteur nous parle d'un dénommé Klaus Barbie, un Allemand, nazi, des jeunesses hitlériennes qui va sévir durant la Seconde Guerre mondiale en France dans la ville de Lyon, puis qui
plus tard, par une suite faussement aléatoire d'emprisonnement, de chance, va se retrouver à bosser pour le compte du CIC. Non, pas la banque, mais le contre-espionnage américain qui est presque totalement contrôlé par la CIA via sa branche, c'est-à-dire l'OPC. Son référent apprend par la bouche de Klaus Barbie son passé de nazi. Chose improbable mais compréhensible car il en avait besoin. Il lui met un avis favorable. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'à la même période la France demande où il se trouve, l'OPC lui répond qu'elle ne sait tout simplement pas. Encore une fois, nous avons une preuve historique que l'Amérique, via ses branches dirigeantes, nous chie littéralement dessus. Comme le SDEC de l'époque voit le mensonge de l'OPC, la CIA extrait la Barbie en Amérique du Sud, où il deviendra même dirigeant d'une petite armée de 2000 néofascistes. Mais rien ne les arrête. La France a dû attendre 40 ans avant de le voir arrêté puis expulsé de Bolivie vers son territoire. Un long combat que certains Américains rendus admirables plaideront pour que les États-Unis s'excusent. LOL. Les références supplémentaires se trouvent en bas de page du livre. Page 41. Chapitre 3e. Jour 3. Kermit Roosevelt, le frère de Théodore. C'est en 1952, alors qu'il entretient des relations intimes avec le tout Moyen-Orient, que Kermit Roosevelt, un élément clé de la CIA déjà coutumier de l'industrie du pétrole, contribuera plus tard à renverser le roi Farouk d'Égypte. Et de là, le nationaliste Nasser acceptera volontiers des fonds puis des conseils de Kermit. Un peu de contexte. Il s'agit de l'opération Ajax. Un nom, somme toute original, qui présente Kermit Roosevelt comme étant un héros de la CIA. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule du Shah, Reza Pahlavi. Et dans la droite lignée anglaise de colonisation, elle possède des terres, des titres d'exploitation, des employés via l'AOIC, qui eux-mêmes se payent 10 fois ce qu'ils devraient reverser aux Iraniens. Un joyeux butin. Petite anecdote, Allen Wedge Dulles, à l'époque encore membre d'un cabinet d'avocats connu, s'intéresse au sud du pays pour son pétrole via Overseas Consultant. Au début des années 50, des mouvements nationalistes contestent la répartition du pétrole. Le Premier ministre meurt. Il est remplacé par un autre, nationaliste du nom de Mohamed Mossadegh, qui nationalise la OIC. Furieux, les Anglais provoquent un embargo et le Shah, pro-occidental, renverra Mossadegh de son parti qui sera aussitôt réélu. L'Angleterre n'étant pas assez puissante, elle appelle son allié états-unien qui tente de renverser à nouveau Mossadegh par du retournement de population. Alors qu'on lui présente le plan, il a de la difficulté à accepter, et c'est le général Norman Schwarzkopf qui s'en fait le relais. Au moment de l'attaque, Kermit Roosevelt, alors entouré de ses hommes, demande 5 millions de dollars pour agir. Mossadegh en est alors informé et riposte avec ses partisans. La CIA considère son échec, et comme un bon toutou, Kermit Roosevelt continue à mobiliser des troupes et une partie de l'armée, alors que des révoltes continuent à Téhéran. Donc en fait, là, la CIA via ses branches, dans une idéologie anticommuniste, renverse littéralement un gouvernement légitime. Allen Dulles, un autre enfulé, lui propose, après que Kermit se soit fait mousser, une nouvelle mission, rien que ça. Le régime pro-occidental durera jusqu'en 1979 et accompagné d'une police secrète impitoyable envers son peuple. Donc en fait là, ils se réjouissent de faire tomber des gouvernements, puis ils se félicitent entre eux. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est de la folie. De la page 48 à 53, on a de l'information via une source, un homme du nom de Dean Dodge, qui est un officier historien, qui est apporté, et que je vous laisserai lire et consulter, adjoint d'un long résumé. Quelques précisions supplémentaires sur la déstabilisation du pays par la CIA et ses branches. Bon. Les agents chargés de la propagande en Iran utilisent la presse, distribuent des tracts et, chose plus incroyable encore, reçoivent de l'aide du clergé. Oui, vous avez bien entendu, du clergé. Alors, petit point personnel, franchement, je trouve que ces gens sont littéralement sataniques. Juste pour avoir la main mise sur du pétrole, ils vont abattre un chaos pas possible sur un gouvernement d'un pays à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais ces gens, ils sont enfermés. La voix qui leur parle dans la tête doit se languir à chaque coup bas qu'ils font subir au reste du monde.
Bon, cette référence-là, vous la trouverez notamment chez des prêtres, si vous les écoutez un petit peu parler. Cependant, il y a juste un élément que j'ai pas trop compris entre Mossadegh, qui n'arrête pas de déclarer que les États-Unis va l'aider, et Eisenhower qui lui répond par la négative. Mais quel est l'élément qui a fait que Mossadegh, un nationaliste, soit enclin à laisser ouvert son pays à la subversion états-unienne? Bon, en réfléchissant un petit peu, je me demande si c'est pas de la compromission. Bref, pour convaincre le Shah, ils ont même fait venir sa sœur, la princesse Ashraf Pahlavi, d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Le remplaçant de Mossadegh, Zaidi, était sous couverture et protégé par la CIA, avec des moyens d'imprimerie colossales cités plus haut. Ils ont même organisé une conférence de presse fallacieuse qui annonça Zaidi Premier ministre à la place de Mossadegh. C'est dingue. Il y a encore plus dingue que ça. Une petite manifestation partie d'un bazar, presque spontanément, qui elle se répandra jusque dans certaines régions voisines. De là, des gangs surveillent les rues, mais aussi l'armée qui était pro-Shah. On était clairement dans une forme de guerre civile. La suite, Mossadegh finit enfermé et Zaidi, alors Premier ministre, reçut 5 millions de dollars. Et lui, le Shah, reviendra bien plus tard. Chapitre 4e. La menace communiste imaginaire et les prémices de la déstabilisation de l'Amérique latine. En 1944, alors que le Guatemala est une toute jeune démocratie, anciennement sous la coupe de 2 dictateurs, et précisément dans la première moitié du XXe siècle, la United Fruit, qui est une entreprise américaine, possède 70% des terres cultivables. Mais la date précisée plus haut enclenche quelque chose d'autre. Une révolte populaire éclate alors pour récupérer leurs terres, et le social-démocrate Jacobo Arbenz cherche à donner des terres à 100 000 de ses paysans. Comme cette réforme cherche à expulser la United Fruit, Arbenz propose de racheter sur la base des déclarations fiscales de la United Fruit, c'est-à-dire 600 000 $, les terres de son pays. Sauf que la déclaration est fausse. L'entreprise tourne plus autour des 16 millions de dollars. Sacré fossé quand même. On a même un membre de la CIA qui fait partie du comité directeur de la société. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Comme le président de l'époque avait besoin d'une preuve pour agir contre ce retournement, par l'entremise de la CIA, elle apprend que le Guatemala s'arme avec 2000 armes tchécoslovaques. Et il n'en fallait pas plus comme preuve à la CIA pour les considérer comme communistes. Et là, en gros, si j'achète du pain dans une boulangerie et que la boulangère est d'extrême gauche, je suis presque autant de gauche qu'elle. C'est un petit peu le rapprochement que j'en ai fait. Ces gens sont soit complètement stupides, soit n'agissent pas pour les raisons évoquées. Celle de la chasse au communisme. Non, là, franchement, je pense que nous sommes plutôt sur de la bonne subversion pour maintenir un hégémon financier. Mais passons. Eisenhower autorise alors le plan PB Success pour renverser Arbenz. Les procédés sont les mêmes qu'avec l'Iran, et on retrouvera même le faux plombier du Watergate dans l'histoire, c'est-à-dire Everett Howard Hunt. Arbenz finira par démissionner après que la CIA bombardera une grande base sur place, ce qui déstabilisera l'armée. Ah là là, on n'a pas les mots pour dire à quel point ces humains, entre parenthèses, agissent comme des petits démons venus tout droit de l'enfer. Bref, passons. Le successeur de Arbenz sera un dictateur, et la CIA assurera même le service après-vente. Fichtre. L'enfer à côté, c'est vraiment une promenade de santé. Le livre donne alors les sources entre la page 60 et 73 avec des phrases barrées en noir, que je vous laisserai évidemment lire. Acheter et lire le livre, évidemment. Quelques explications pour aller un peu plus loin. L'opération PB Success, qui fut une réussite, s'imposa comme un modèle. Mais ce modèle, propre à une situation, fut un échec lorsqu'il eut été appliqué au renversement de Fidel Castro lors de la baie des cochons. C'est aussi pendant cette période que la CIA comprit que les actions clandestines étaient utiles. Elle fut utilisée au Vietnam du Sud pour construire un gouvernement secret. Rien que ça. L'anti-américanisme débuta avec la défaite d'Arbenz lorsqu'il démissionna. Les gens brûlèrent des effigies ou encore des drapeaux et le Guatemala devint un martyr. Mais le plus gonflé fut qu'un agent de la CIA accusa ces manifestations de communisme. En fait, si vous voulez, les gars déstabilisent des pays et viennent dire que c'est de la faute des communistes.
Sans déconner, on est sur un niveau de fils de futerie exceptionnel, là. Je vais pas dire le mot en entier, hein, pour pas être grossier. Castillo Armas, en réprimant fortement des foules par les balles, déclara un peu plus tard un état de siège et suspendit les libertés civiques. L'ambassadeur américain de l'époque lui demanda de présenter ce qu'il avait subi comme étant un complot communiste. L'USIA, the United States Information Agency, les aidera même en leur donnant des conseils pour réprimander leur peuple par le gaz. Et même lorsqu'il fut assassiné, on présenta son meurtre comme un assassinat communiste. Les mecs sont complètement paranoïaques, quoi. Même sans preuve, ils inventent des récits. Enfin bon. Aïe aïe aïe. Bref. Déjà, dans les années 50, Castillo Armas favorise la United Fruit Company, qui perd des parts de marché, et pour contrer cela, elle fait usage de produits chimiques en masse, mais elle a quand même du mal à contenir Mère Nature avec ses nombreux ouragans. Elle fut rachetée et fusionnée de nombreuses fois jusqu'à prospérer encore de nos jours par leur marque de bananes bien connue, Chiquita. Chapitre 5e. La déstabilisation de la CIA en Afrique. On parle souvent des pays européens, et là pour le coup je vais choisir la France, comme étant de grands colonisateurs sans âme et sans conscience. Mais on oublie souvent la traite arabo-musulmane qui a duré 13 siècles, et on parle peu des collabos qui ont trahi leur peuple en Afrique. Car, pour faire une parenthèse, hein, il est difficile de coloniser une terre 3 à 4 fois plus grande avec 3 à 4 fois moins de personnel dans un pays 3 à 4 fois plus petit. Fin de la parenthèse. Et surtout que ces gens ont trahi leurs congénères français en imposant des dictats sans leur en révéler tous les recoins. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que la CIA, via l'entremise de l'auteur, hein, Yvonique de Noël, a fait au Congo. Donc il commence par retracer l'horreur qu'a été la colonisation de la Belgique sur le Congo avec Léopold II, dont l'indépendance du pays, qui était sous contrôle du roi belge, était programmée pour l'année 1960. C'est un auteur anglais, Sir Arthur Conan Doyle, qui en parle dans un pamphlet. Tiens, d'ailleurs, puisqu'un Anglais parle de colonisation, je n'entends que très peu les gens en Europe parler de ce qu'ils ont fait dans le monde. Et ce serait peut-être une piste à creuser. Est-ce que c'est un malaise anglais face aux Français? Reste à le découvrir. Voilà. Normalement, là, vous avez une photo donc, de l'Empire colonial britannique, et je rajouterai aussi une photo de l'Empire colonial français pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille des deux empires. Voilà. Passons. En faisant un petit tour rapide, notamment sur le réseau social Quora, on apprend quelque chose de très intéressant. Question. Pourquoi la France a des colonies moins riches et moins prospères que son homologue anglais? Réponse. Parce que leur but était de remplacer les populations sur place par des génocides en utilisant une main-d'œuvre d'Afrique noire. Le but? Reproduire un système de rente plus proactif et plus lucratif, mais au prix d'une négation totale de celui qui s'y trouve. Alors évidemment, le réseau social Quora étant ce qu'il est, il faut prendre des informations avec parcimonie, mais il est certain que j'explorerai la colonisation anglaise plus tard, en marquant si possible les différences avec la française. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je vous ai déjà fait l'annonce sur mon YouTube, dans la partie communauté, où j'ai acheté le livre La traite négrière de Olivier Pétré-Grenouillot, et je vous en ferai une présentation évidemment. Revenons au sujet du livre. Lorsque la Belgique intervient, elle est freinée par des luttes nationalistes avec à sa tête Patrice Lumumba. Alors que les Américains exploitent déjà beaucoup de minerais comme du bauxite, les Belges restent présents avec des vues sur leur ancienne colonie. Mais le 2 juillet 1960, des rixes éclatent entre tribus. Alors que des officiers belges se font saborder par leurs hommes, la capitale demande à Lumumba d'intervenir, mais il refuse catégoriquement. Plus tard, Lumumba demandera à Washington de l'aide. Comme il est mal perçu, il déclare qu'il demandera à la Russie, mais Allen Dulles, de la CIA, pense qu'il est alors acheté par les communistes. Rien que ça, quoi. Donc Eisenhower demande de réagir face à Lumumba. On réplique via, évidemment, la CIA, en se tournant vers Sidney Gottlieb, qui était le maître chimiste au cœur du projet MKUltra, en lui demandant de préparer un poison caractéristique de l'Afrique, sous forme de virus. C'est quoi, c'est un genre de poison qui marque des populations? Bref. Mais le poison ne sera pas utilisé. Alors que la CIA demandera d'assassiner le Premier ministre du Congo, elle subit désordre sur désordre pour défaut de moralité. À ce contre-coup, Allen Dulles
que j'appelle aussi le cinglé, trouve un remplacement à Lumumba, du nom de Joseph Mobutu, qui a un atout pour la CIA, car il parle le français. Il servira donc de traducteur et d'acteur clé, puisqu'il recevra des armes, puis 250 000 $. Des luttes avec Kasava-Boutou lui font perdre le pouvoir. Ce Kasava-Boutou veut reprendre son pays, ce qui est à première vue normal, hein. Donc bon. Mais il mourra, exécuté et dissous dans un bain d'acide, alors que Mobutu est placé sous la protection des Nations Unies. On apprendra plus tard que c'est la CIA qui a donné l'emplacement de Kasava-Boutou à Mobutu pour qu'il l'exécute. Voilà. Nous sommes alors en 1971, et le Congo s'appelle maintenant le Zaïre, qui deviendra une base pérenne pour la CIA. Les gars, hein, comme d'habitude, ils s'installent partout sur Terre, puis ils te désignent un ennemi pour mieux t'enfiler. Des vrais démons sur pattes, hein, ces gens, c'est dingue hein, d'avoir ça à chaque fois. C'est toujours les mêmes schémas. Bref. Dans leur délire de voir du communisme partout, Allen Dulles reconnaîtra lui-même avoir surestimé son analyse au Congo. Le Zaïre redeviendra la République démocratique du Congo en 1997, sous la coupe de Laurent Désiré Kabila, et l'auteur ajoute qu'à nouveau, ses propres voisins se déchirent leurs ressources minières. Enfin, la Belgique finira par s'excuser en 2002, et ce que la CIA ne fera jamais. Hein, différence entre Occident européen et Occident outre-Atlantique. Bref. C'est pas non plus un absolu. Hein. Trop d'orgueil et de honte. Quelques explications supplétives pour aller un peu plus loin dans cette partie du livre. Donc des rapports de Léopoldville partent généralement du quartier général de la CIA. Hein, on a donc déjà une collusion. De là, on demande à remplacer Lumumba par des pro-occidentaux. Et apparemment, Washington était préoccupé par Lumumba parce qu'une union entre son pays et le Nigeria donnerait une stabilité financière dans la région. S'ensuit un embroglio d'ordre et de contre-ordre à base de, je cite, hein, je ne suis pas sûr que, ou de, encore je cite, je reçois des ordres de haute priorité. Fin de citation. Tout cela destiné à utiliser un poison pour l'assassinat de Lumumba. On apprend entre autres que le poison mis au point par le livre garde l'anonymat sur son réel nom, hein, il est barré, laisse des traces dites normales après que la personne soit morte. Donc en fait, même encore aujourd'hui, hein, en somme, vous pouvez mourir d'un arrêt cardiaque ou d'autre chose du jour au lendemain, voilà, sans que l'on sache si cela était ou non du poison. C'est sympa quand même de vivre avec des gens pareils, non? Pas vous? Vous trouvez pas? Bref. Pour finir, on apprend que, évidemment, Lumumba finira empoisonné. Emprisonné. Chapitre 6e. Les horreurs de Sidney Gottlieb. Parmi toutes les histoires narrées auparavant, celle du chapitre 6 est peut-être la plus malpropre du livre, vraiment la plus malsaine. Le fameux MK-Ultra, dont tant de nos concitoyens ont entendu à gauche comme à droite, n'est pas une fable. Le projet fait partie des documents déclassifiés le plus répandus dans les milieux dits complotistes. Dans la CIA, c'est, encore une fois, le cinglé Allen Welch Dulles qui aura à sa charge l'exploitation de l'esprit humain entre 1953 et 1964. Mais là, évidemment, ne vous détrompez pas, les expériences faites sur ces pauvres gens continuent probablement toujours, avec des méthodes toujours plus sophistiquées. C'est Richard Helms, qui dut assumer, et probablement mis là pour qu'on lui fasse porter le chapeau, les saloperies de Sidney Gottlieb, en tentant de sauvegarder au moins l'apparence de la CIA en communication extérieure. Alors, évidemment, qui est Sidney Gottlieb ? L'auteur nous en fait une description, c'est un homme avec un pied-botte, venu au monde en 1919, à New York. Chimiste de formation, il deviendra le scientifique de la CIA, qui, d'après l'appellation de ses collègues, tenait la boutique des horreurs, en raison des nombreux poisons qu'il met au point. Comme les dirigeants de la CIA étaient paranoïaques avec le communisme, ils s'étaient persuadés que les Russes et Chinois avaient découvert le secret pour briser la volonté des hommes qu'ils avaient capturés. On donna alors une mission à Gottlieb, celle de faire des expérimentations sur le reconditionnement mental. Pour ceux qui ont vu le film Complot avec Mel Gibson, on parle alors là de drogue, d'hypnose, référence aussi à Milton Erickson, d'électrochocs pratiqués sur des prisonniers de guerre, d'objecteurs de conscience, etc. Pour comprendre le sujet de la dissociation, que j'avais évidemment déjà traité avec le livre sur la formule Illuminati, on se rend compte que la CIA a financé un certain docteur, un autre, du nom de Ewen Donald Cameron, qui n'était ni plus ni moins que le vice-président de l'association des psychiatres nord-américains, et qui, par leur réseau avec les hôpitaux,
et les universités aussi, firent subir à des femmes des faux traitements à base d'électrochocs et de drogue. L'auteur nous parlera alors de Gordon Thomas, un enquêteur qui, en répondant aux besoins des familles touchées par les atrocités de la CIA, finira par écrire un livre. Pour comprendre plus en profondeur la vingtaine de pages à ce sujet, évidemment je vous en parle juste après. La petite histoire de Bill Buckley. Bien évidemment, cet homme eut une importance dans l'histoire que je vais vous narrer. On affecta en 1954 le petit Bill à un nouveau département de la CIA. On remarque alors la façon dont Gottlieb lui parle, très sèchement. Le docteur, entre parenthèses Gottlieb, gardait des bocaux, des fioles et des insectes rapatriés de ses expéditions en Amérique centrale ou dans le reste du monde. Avant de donner au petit Bill sa première mission, il lui demandera de se familiariser avec le projet MK. Alors, petite précision sur le mot Ultra, qui était un héritage d'un programme de décryptage utilisé contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, à ne pas évidemment confondre avec Enigma, qui est lui par contre un programme de cryptage allemand et non de décryptage. Fin de la parenthèse. On donna alors des documents à des fins d'évaluation que Bill doit livrer à Gottlieb tous les lundis matins à 7h30. Le paravent mouvant, mobile si vous voulez, de Bill était un faux métier d'agent immobilier. Des planques de la CIA qu'il devait visiter, qui étaient remplies de micros servant à interroger leurs informateurs. Ce que Bill découvre. Les études menant à modifier la perception de la réalité étaient alors étudiées par Bill tout en faisant la navette avec Gottlieb. En 1954, on découvre que les expériences sont faites dans des grands centres médicaux comme celui de l'université de l'Oklahoma. Un certain Louis G. West, mais aussi plein d'autres, dans 23 campus universitaires, testaient le LSD. Grassement rémunéré par Gottlieb évidemment. Et là on comprend mieux comment le LSD a pu faire des ravages, et je crois même qu'il existe un film sur les malversations de la CIA et du LSD du nom de MK Ultra, sorti en 2022. Alors c'est pas je crois, c'est sûr, regardez le film, vous verrez. Fin de la parenthèse. Les fonds provenaient de la fondation Geschicker pour la recherche médicale à hauteur de 40 000 $, qui étaient régulièrement versés. On demanda en parallèle à Bill de tester la sécurité des campus universitaires dans lesquels les malversations liées au programme MK Ultra étaient préconisées, en se présentant cette fois comme journaliste freelance. Personne ne parle alors des saloperies que faisaient subir les docteurs grassement rémunérés de Gottlieb à leurs patients, ou devrais-je dire victimes. Quand l'auteur Fritz Springmeier dresse une liste des institutions américaines dans son œuvre La Formule Illuminati, je pense qu'il n'exagère rien. On retrouvera d'ailleurs, via le bâtiment 470 à Fort Detrick, une structure élaborant des armes en vue d'être utilisée plus tard par l'US Air Force en Corée. Petite parenthèse, il existe d'ailleurs encore des bases américaines là-bas, pour vous dire à quel point leur implémentation est profonde. Fin de la parenthèse. Une fraction de ces armes était de la culture de moisissure servant de puissants poisons. Dans la même idée, Gottlieb fait venir un microbiologiste d'Écosse en jouant la carte du patriotisme. Plus tard, il réussit à créer des mini-bombes biologiques, toujours liées aux armes stockées à Fort Detrick. Empruntant comme porte d'accès la bouche et le nez. En rongeant l'organisme, elle transforme petit à petit, écoutez bien, le sang en une espèce de vase translucide. Je répète, une espèce de vase translucide. Ils ont même testé leur saloperie sur des Américains volontaires en leur faisant croire qu'ils cherchaient un remède contre le rhume. Mais vraiment, c'est des démons sur pattes ces gens. Ils testent, ils déciment leur propre population les mecs. C'est des malades mentaux quoi. Vraiment des malades mentaux les types. Aïe aïe aïe. Bref. Et Gottlieb les nommera, tenez-vous bien, nos héros méconnus. Seigneur. Aïe 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 aïe. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. Bon, reprenons nos esprits. Les adventistes sur le bio.
Le microbiologiste d'Écosse, le Dr Ewen Donald Cameron, contracta la fièvre du Queensland. L'auteur nous indique que ces symptômes ressemblent alors fortement à une grippe, mais accompagnés d'hallucinations. N'étant pas meurtrière, Gottlieb décide de la tester sur les adventistes. Une religion qui repose sur l'Ancien Testament et qui pousse ses convertis à soutenir les gouvernements successifs avec des règles strictes. Autres, comme celle par exemple de pouvoir participer à des essais médicaux. Le projet de Gottlieb se nomme CD22. On amena les religieux à Fort Detrick via différentes bases. Les tests furent faits par l'administration via un tuyau relié à leur bouche. Puis on analysera plus tard leurs crachats tout en les soignant. Les petites doses administrées furent alors reproduites à plus grandes échelles quand Gottlieb rencontra à nouveau Ewen Cameron. Rappelez-vous, celui qui administrait du LSD à ses patients victimes. On va les appeler comme ça maintenant. Nous étions alors, selon les écrits de l'auteur, aux prémices des expérimentations du projet MKUltra. On attribuera d'ailleurs à Ewen Cameron, par l'entremise de Dulles, un énorme budget ainsi qu'un haut niveau de sécurité. De surcroît, on attribuera au Dr Cameron un bureau en plein New York, chose particulière pour sa façade, car le nom de la façade est tout aussi fou. Société de recherche en écologie humaine. Rien que ça, c'est ce qu'il y a de marqué dessus. Rentrons dans le gros du sujet, avec les prémices du MK. De retour d'Angleterre, Ewen Cameron, alors sous les ordres de la CIA, rencontre le docteur Sargon, qui teste aussi sur des militaires volontaires des malversations similaires, mais avec des résultats probants. Le projet MK prit alors une autre tournure quand, de retour à Montréal, l'État voisin aidant, qui soutenait le projet, mais aussi les conséquences de celui-ci, c'est-à-dire la CIA en fait, va tout de même pas se salir les mains. Voilà, donc elle a déplacé ça en Amérique du Nord. Alors Cameron demanda à transformer la cave de l'Alan Memorial Institute en réplique des centres d'interrogatoire coréens que Dulles avait décrits. Car oui, l'inspiration du projet MK vient en partie aussi des sévices que les Coréens ont fait subir sur les GI. Plus tard, les adventistes subirent une autre batterie de tests, intérieur-extérieur, au camp Dogway dans l'Utah, où on administra la bombe biologique aéroportée adjoint de LSD, dont on parlait tout à l'heure, avec la vase translucide. Le docteur Cameron est un jeune chimiste qui s'intéresse alors en Écosse à l'étude du cerveau humain, puis plus tard à Londres aux problèmes complexes du comportement humain. En 1926, il s'envole pour l'Amérique du Nord à l'hôpital John Hopkins à Baltimore, mais il décide de partir plus tard pour Manitoba au Canada, à l'hôpital psychiatrique de Brandon, un lieu lugubre et crasseux. Il avait alors 28 ans. À Brandon, la direction lui donne carte blanche sur les pauvres patients victimes. De là, il fonde ses réformes sur le principe que pour toute maladie mentale, il faut prendre des décisions audacieuses. Pour faire simple, à la fin justifie les moyens. Il explore alors le monde de la paranoïa et des fantasmes psychotiques, et l'auteur nous dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux, le Cameron. Il suivait les travaux de Frederick W. Taylor, pionnier de l'organisation scientifique du travail et grand prêtre de l'ingénierie humaine. Et là, pour le coup, je voulais remercier Vérité Avenir, parce qu'on en a parlé la dernière fois, du Taylorisme, que je connaissais pas en fait. Voilà, une citation. Qui avait alors publié en 1911 une grande étude qui tentait d'expliquer aux patrons comment obtenir plus de leurs ouvriers. Incroyable. C'est vraiment un sujet à creuser, je pense, parce que on est, je pense, en plein dedans aujourd'hui dans notre société. Donc, bon. À creuser en tout cas. Continuons. Alors là, ce que je vais vous révéler me fait fortement penser à la carte heuristique que John Dittinger, un autre timbré de la CIA, en tout cas qui travaillait pour la CIA, étudiait sur le comportement humain avec le PAS, qui s'appelle le Personality Assessment System. Et pour savoir ce que c'est, je vous encourage en fait à taper sur internet Personality Assessment System Test for Recruiter. Et il faut savoir qu'aujourd'hui c'est utilisé par les entreprises pour vous recruter. Fin de parenthèse. Pour revenir à Cameron, on apprend qu'il quantifiait sur ses patients des diagnostics tels que, je cite, dangereux, violent, non coopératif. Fin de citation. Et il dira alors, via une conclusion, qu'on est face, je cite, à de la science comportementale donnant une légitimité au fait de manipuler les patients victimes. Enfin, là, en fait, il parle alors de filtre à immigration, pour que ces gens ne viennent pas pourrir la société tout en étant persuadés
de pouvoir régler ses problèmes ainsi que de la société via la psychiatrie. Il parle aussi de laxisme eugénique. Là, je me pose la question, je me dis, mais attendez, c'est dingue quand même. En gros, pour lui, les eugénistes ne vont pas assez vite, quoi. Voilà. Bref, continuons. La naissance de la leucotomie préfrontale, nommée aussi lobotomie ou encore psychochirurgie, fut une pratique que le docteur Cameron observa chez Egas Moniz, qu'il créa à Lisbonne en 1935. Il était littéralement fasciné par les méthodes d'Egas Moniz, qui parfois utilisait un vide-pomme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour détruire les fibres nerveuses des lobes frontaux de ses patients. Un vide-pomme, rendez-vous compte, tapez sur internet, vous allez voir ce que c'est. Le film MK Ultra montre bien ce que le livre raconte. La destruction des lobes frontaux provoquant chez le patient, et notamment dans le film, on le voit à peu près dans les 30 premières minutes du film, de la stupeur à la place de la violence. Un peu comme, vous savez, Frankenstein. Là. En somme, ce qui comptait pour le Dr Cameron, et qui posa la première pierre à l'édifice du projet MK, était que la diminution de leurs fonctions, notamment celle qui les transformait en zombies, avec, je cite, une incapacité à avoir un jugement personnel, fin de citation, était nécessaire. Et il estima qu'il n'en avait pas besoin. Le Dr Ewen Donald Cameron. Pour commencer, j'aimerais faire un parallèle entre le Dr Cameron, qui a bénéficié, alors retournant au Canada, d'une rondelette somme de 40 000 $ pour fonder son Allan Institute Memorial en droite provenance de la fondation Rockefeller. Petite parenthèse, même si on ne retrouve pas le versement exact de cette somme, il existe un rapport annuel de la fondation consultable sur son site et qui permet de voir qu'il est mentionné comme étant un professeur, officiant dans une aile de l'hôpital Royal Victoria ouvert le 1er septembre 1943. Fin de parenthèse. Cela inclut peut-être l'Institut, mais il n'est pas mentionné dans le livre, de compte de la fondation Rockefeller, qui, au passage, a aussi promeut l'eugénisme ou encore construit les bureaux d'Allen Dulles à New York. Voilà, rien que ça. En mal de reconnaissance, le dingo, c'est-à-dire Cameron, voulait avoir une renommée à la Jung ou encore à la Freud. En cela, il enferma une femme maniaco-dépressive de 40 ans en lui proposant une forme de thérapie, pour la guérir du rejet de sa mère. En gros, il passa en boucle les souvenirs d'enfance de la femme ou sa mère, des années auparavant voulait l'abandonner. Il passa sa voix 45 fois dans une pièce capitonnée, où la femme passera par différentes étapes allant du sanglot au tremblement, à ne plus pouvoir supporter sa propre voix, à répéter, je cite, je hais, fin de citation, puis à geindre en suppliant à genoux d'arrêter le traumatisme. Ce crasseux remarqua ce qu'on pointe du doigt aujourd'hui dans ses méthodes pour dissocier les gens, c'est-à-dire à quel point cela perce les défenses de sa patiente. Cette pauvre femme deviendra le point central des travaux d'un autre torturé de l'esprit, Sidney Gottlieb. Le chapitre termine alors sur des publications d'articles médicaux rédigés par Cameron qui prescrit l'utilisation massive de drogues qui ne sont parfois même pas testées par les vendeurs. À ça, il adjoint des batteries de tests par électrochoc capables d'alimenter, tenez-vous bien, une ampoule de 100 watts. Rien que ça. Tout cela nommé thérapie.